Mehdi El Alaoui, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Naïda Tech. Alors, Mehdi, tu es l'un des visages du Startuping au Maroc. Tu as créé plusieurs boîtes, donc Screendy, Media Mobility, Pub Online et d'autres. Et aujourd'hui, tu es le fondateur de la Startup Factory, un incubateur et accélérateur qui accompagne les startups dans leur développement et les met en relation avec des investisseurs et les fait travailler avec des grands groupes. Mehdi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Naïda Tech. J'ai beaucoup de questions à te poser. Mais premièrement, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. D'abord, merci beaucoup Sebadra pour l'invitation. C'est un réel plaisir et honneur de participer avec toi aujourd'hui. J'en profite pour te dire que j'adore le nom Naïda Tech. J'aime bien Merci. et j'espère, Inch'Allah, que ce projet-là aura un beau succès et va contribuer, Inch'Allah, à inspirer pas mal de jeunes par rapport à ce qui se passe dans le domaine des technologies, l'entrepreneuriat, les startups dans notre pays et au-delà. Alors, pour répondre maintenant à ta question, me présenter, écoutez, je vais essayer de le faire rapidement. Écoutez, je suis un entrepreneur dans l'âme. J'ai démarré dans le monde de l'entrepreneuriat il y a maintenant 20 ans. J'ai créé plusieurs startups, peut-être 7 ou 8. J'en ai cramé plusieurs, exité de quelques-unes. Et voilà, aujourd'hui, je suis tout simplement un entrepreneur qui a été frustré à ses débuts et qui essaie à travers la Startup Factory de créer un écosystème, on va dire, plus sympa pour les startups au Maroc et en Afrique à travers les différentes actions qu'on mène aujourd'hui. Je suis de formation plutôt, je dirais, technique. Donc, j'ai fait de l'ingénierie en informatique et j'ai complété aussi par, je dirais, une business school, l'ESSEC à Paris. J'ai beaucoup voyagé dans le monde, à peu près une quarantaine de pays où j'ai appris plusieurs cultures et j'ai beaucoup passé de temps entre Paris, Dubaï, San Francisco et bien sûr notre cher pays. Donc, Mehdi, tu l'as rappelé auparavant, tu es un start-upper dans l'âme, tu as créé plusieurs startups. Moi, je voudrais discuter avec toi de l'une de tes startups qui existe toujours, qui s'appelle Screendy. Et c'est un cas qui m'intéresse beaucoup parce que on voit aujourd'hui, cette année ou ces 2 dernières années, l'explosion des outils no-code. Est-ce que tu peux nous parler de Screendy? Est-ce que vous êtes arrivé trop tôt sur le marché? Pourquoi c'est une application ou une startup qui n'est pas parvenue à vraiment aller à l'international et à exploser à l'international? Alors, effectivement, donc Screendy est une plateforme qui a pour objectif de développer des applications mobiles natifs sans code. Alors, avant d'aller dans le détail de cette aventure, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière pour dire que voilà, mon cœur d'expertise est dans le domaine du mobile. J'avais participé à une compétition d'applications mobiles en 2001 et ces expériences de concours m'a permis de comprendre très vite que le mobile était l'avenir au moment où personne n'y croyait et où personne ne voyait le potentiel tout simplement de ce device. Donc, ça m'a permis justement de lancer ma première startup bien avant Screendy, dans laquelle j'ai développé moi-même des applications mobiles avec des technologies extrêmement complexes, bien avant l'arrivée de l'iPhone et de l'Android, qui ont beaucoup simplifié. Et donc, une problématique fondamentale revenait en permanence. Comment on peut développer une application mobile, un seul code qui peut partir sur toutes les plateformes? Et donc, à l'époque, c'était encore plus compliqué parce qu'il fallait développer sur du Java J2ME, du Symbian, du WAP, de l'iMode, de l'XHTML. Donc, il y avait 5 technologies, pas juste 2 comme aujourd'hui. Et donc, la notion de cross-platform est devenue très évidente. Comment on peut faire un code qui marche partout? Parce qu'on va permettre de gagner en temps. On n'a pas besoin en fait de multiplier les équipes pour développer une application. Et puis aussi, c'était une question de maintenance. Comment rendre la maintenance plus facile?
Donc, à travers plusieurs expériences, que ce soit en fait donc Play and Meet, que ce soit AV Mobility ou Media Mobility. Donc, une dizaine d'années d'expertise autour du mobile m'ont permis d'arriver à ce résultat, de dire, voilà, c'était en 2012 ou 2013, de dire, non, c'est pas possible de continuer à développer les applications mobiles. Il faut quelque chose de plus facile, de plus rapide et de moins coûteux. Donc, d'où l'idée de la plateforme Scrindy, qui a vu le jour, je pense, si je me rappelle bien, en 2015 et qui a quand même eu un succès extraordinaire parce que dans un premier temps, on a développé la plateforme, on a fait, je pense, 5 versions différentes jusqu'à aujourd'hui. Pour vous donner quelques chiffres, voilà, aujourd'hui, c'est plus de 20 000 développeurs sur 195 pays qui ont développé plus de 100 000 applications avec 0 centime de communication. Donc, voilà, le projet, il tourne aujourd'hui. Peut-être on ne communique pas dessus énormément, mais il fait son chemin tranquillement. En parallèle de ça, Screendic a obtenu quand même plusieurs distinctions à l'international. Il a gagné la compétition du MIT, de Harvard. On a été aussi 5e startup la plus innovante à San Francisco, à la Silicon Valley en 2015. Et aujourd'hui, c'est un projet qui me tient énormément à cœur, sur lequel je travaille, je dirais, en background, comme j'ai dit tout à l'heure. Et certainement, on va entendre beaucoup de nouveautés sur ce projet-là dans les années qui viennent. Alors, vous avez cité la notion du low-code ou du no-code. C'est quelque chose de très, très important. C'est quelque chose qui va exploser dans le futur. Autant, en fait, au début, je dirais, les développeurs étaient un petit peu contre le no-code ou le low-code parce que tout simplement, ça les met un petit peu en danger. Mais en même temps, ils voulaient faire des choses super personnalisées. Maintenant, comme on le voit, il y a une vraie manque de compétences, on va dire, de développeurs dans le monde et des marketeurs et d'autres types de profils veulent développer leur propre application, que ce soit des sites web ou des applications mobiles. Et c'est pour ça qu'on est en train de voir l'explosion du no-code. Notamment, il y a une plateforme qui s'appelle Webflow qui fait des sites Internet sans code, qui a levé il y a 2 ou 3 ans 75 millions de dollars et qui est en train d'exploser aujourd'hui. Donc, le no-code. Mehdi, justement, c'est de ça dont je voulais te parler. On assiste à l'explosion de ces outils-là, Webflow, Bubble ou d'autres. Est-ce que ce n'est pas le moment, justement, avec toute l'expérience Scrindy, ce n'est pas le moment de vraiment… Tu as parlé de surprises qui vont arriver. Est-ce que ce n'est vraiment pas le moment pour Scrindy Si, 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 si. d'accélérer? Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On est arrivé effectivement trop tôt. Ça, c'est une réalité, trop tôt sur le marché. On a développé quelque chose d'extrêmement, on va dire, performant, même trop avancé par rapport à la demande du marché. Je dirais, pas faire pause, mais attendre que le marché nous rattrape pour qu'on puisse, on va dire, mettre on va dire un coup d'accélérateur sur la plateforme. Donc, aujourd'hui, la plateforme a de la traction, elle est stable, elle marche, elle répond à énormément de besoins et elle a encore de l'avance par rapport à la concurrence sur le terrain. Donc, c'est pour cela qu'on est en train d'attendre, on va dire, quelques mois pour pouvoir la relancer d'une autre manière, je dirais plus pushy et qu'elle arrive, comme on dit, dans son temps. Quand on arrive des fois trop tôt, c'est difficile. Quand on arrive trop tard, c'est mort. Et le plus important, c'est le time to market. C'est arriver au bon moment. Et aussi se dire, voilà, on ne va pas faire un couteau suisse qui fait tout, mais on va cibler, on va dire, un besoin bien précis sur lequel on va être parmi les meilleurs dans le monde. Et bon, toute l'expérience de la Startup Factory nous permettra je dirais, de relance the platform avec, on va dire, un nouveau souffle qui va lui permettre, Inch'Allah, de passer de 100 000 développeurs peut-être à quelques millions. Très bien. Écoute, tu fais très bien la transition pour une nouvelle question. Je voulais justement, donc je le rappelle, tu es le fondateur de la Factory, de la Startup Factory, qui est un incubateur. On peut dire que c'est un incubateur accélérateur? Alors, j'ai peut-être une autre définition un peu plus large. Aujourd'hui, l'incubation représente peut-être 10 ou 15% de notre activité. On est plutôt en fait un hub d'innovation
qui permet je dirais, qui fait 4 choses. La première, et notre cœur, c'est, je dirais, faire collaborer des startups et des grands groupes ensemble. Donc, ça permet de faire la transformation digitale pour les grands groupes, mais en même temps, ça permet aux startups de déployer leurs projets innovants chez les grands groupes, d'avoir des clients, de générer du revenu, chose principale pour chaque entreprise. Et startup, c'est une entreprise à dire, c'est juste qu'elle est innovante et qu'elle scale plus rapidement. Donc ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, on l'a créé à côté, c'est la partie incubation, accélération. Donc ça nous permet de préparer les startups pour pouvoir justement collaborer avec ces grands groupes parce que quand ils vont partir, il faut qu'ils soient prêts à cela. Le troisième volet, c'est ce qu'on appelle financement. Donc là, notre métier, c'est de pouvoir aider les startups à se financer à travers différents, je dirais, types de financement, que ce soit à travers de la subvention, des prêts d'honneur, des business angels ou bien des fonds d'investissement. Donc, notre objectif, c'est de permettre aux startups de décrocher de financement en fonction de leur stade de maturité. Plus ils avancent, plus on va aller dans la chaîne de valeur pour plus d'argent, plus avec des acteurs plus structurés et plus exigeants. Et puis le quatrième et dernier volet, c'est la formation. Donc aujourd'hui, on est un acteur dans la formation très important. La formation liée au digital, à l'innovation et aux technologies, y compris les technologies de rupture. Alors, je vais peut-être donner quelques chiffres pour illustrer ça. Donc, la Startup Factory a été créée maintenant il y a 4 ans. C'est un écosystème de plus de 1000 startups accompagnées, dont 150 incubées physiquement dans nos locaux, sur 10 pays sur le continent. Plus de 103 contrats ont été signés de startups et des grands groupes. Ils ont totalisé un chiffre d'affaires, je pense, de 33 millions de dirhams entre des startups et des grands groupes, et ça continue tous les jours. 64 startups ont été financées, donc à travers les différents dispositifs dont on a parlé. On a inspiré plus de 100 000 personnes dans les grands groupes à l'innovation, formé physiquement plus de 10 000 personnes. Et récemment, avec un partenariat avec Facebook, on a formé 1000, je dirais, TPE, PME marocaines au digital marketing. Donc, voici quelques chiffres pour illustrer un petit peu notre action. Très bien, super. Et du coup, je suis une start-up, un entrepreneur, je veux postuler à la Factory. Comment je peux faire ça? Quel est le moyen le plus facile de rentrer en contact avec vous? Écoutez, c'est super simple. On est joignable par tous les moyens qui existent, que ce soit bien sûr, par WhatsApp. Mon numéro, il est sur le site internet, il est sur les réseaux de Facebook. On a aussi donc un site internet sur lequel on explique les différents programmes qui existent, sur lesquels on peut applier. Et aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, toutes les méthodes sont bonnes. Pour moi, le meilleur moyen de me joindre, c'est via WhatsApp. Et ce que je fais généralement, c'est que j'essaie de comprendre le besoin, la stade de maturité et mettre en contact avec je dirais, ou une personne de l'équipe qui gère un des programmes. Donc, on a, comme je disais, un programme principal qui s'appelle le Scalerator, qui est un programme d'accompagnement qui peut accompagner avec, je dirais, le stade de maturité de l'idée, du prototype ou même un produit qui est déjà sur le marché. Donc, Idea, Start and Scale. Okay. Si la startup a plutôt besoin de financement, que son produit est déjà sur le terrain, on peut la connecter avec je dirais, la partie financement. Donc, il y a deux parties. Il y a la partie Business Angel. Donc, on a monté un programme qui s'appelle Angels. Et 50 investisseurs marocains et étrangers qui investissent dans des startups à dimension africaine. Donc voilà, on a tous les mois, on présente 5 startups à ces cinquantaine d'investisseurs. Ouais. Donc, ça, c'est un programme qui est opérationnel. Le Scalerator, c'est 2 batchs chaque année. On prend dans chaque batch une trentaine de startups, quel que soit leur niveau, soit débutants, soit un peu avancés, soit avec un produit. Donc, ça, c'est les 2 programmes, je dirais, que la Startup Factory gère de manière permanente et occurrente sur le terrain. Donc À côté de ça, concrètement, Mehdi, si je suis un entrepreneur, une start-up qui a juste une idée, qui veut la concrétiser, ou bien j'ai déjà un produit, je peux rentrer en contact avec vous, je peux aller sur le site et envoyer un mail ou postuler. Il y a pas, est-ce qu'il y a une phase de sélection bien ou sûr, voilà, bien c'est quoi sûr. les critères justement de cette phase de sélection?
Tout dépend en fait du programme. Donc, si on prend le financement par les business angels, il faut que le produit est déjà sur le terrain, qu'il y ait un minimum de chiffre d'affaires. Même 10 000 dirhams, c'est très bien, mais ça veut dire qu'on a validé le marché. Donc, ça, c'est pour la partie financement. Si on a une idée, c'est différent, c'est-à-dire il faut une bonne équipe qui soit structurée, qui ait un projet qui est clair. Donc là aussi, la description des critères sont sur le site web. Si je suis sur la partie, je dirais, start, il faut que j'ai au moins un prototype. Si je veux partir sur la partie scale, il faut que j'ai quelques clients pour qu'on vous aide ces startups à en avoir beaucoup plus. Donc, tout dépend en fait de quel programme et quel, je dirais, stade de maturité et d'avancement du projet. D'accord. Et j'ai pas besoin, parce que je sais que vous êtes un incubateur ou un organisme qui est certifié. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un financement pour rentrer chez la Startup Factory, ou est-ce qu'une fois que je suis rentré à la Startup Factory, je peux postuler aux différents programmes étatiques ou privés qui existent pour les startups dans le Bien monde? sûr, bien sûr. On est labellisé par la Caisse centrale de garantie. Donc aujourd'hui, on peut donner des subventions et des prêts d'honneur jusqu'à 200 000 dirhams quand il y a deux fondateurs pour la partie IDEA et jusqu'à 500 000 dirhams de prêts d'honneur quand il y a deux fondateurs pour la partie, enfin, on a déjà en fait au moins un prototype et qu'on veut aller sur le marché. Donc ces programmes en fait font partie, sont intégrés dans le programme d'accompagnement qui s'appelle Scalerator. Parce que pour avoir ce financement, il faut être accompagné. Parce que la CCG a un cahier de charge qui dit que on ne veut pas donner du financement, je dirais, et laisser les gens dans son accompagnement. C'est de l'accompagnement avec du financement et pas le financement sans l'accompagnement. Justement, Ça, j'ai une question là-dessus. Pourquoi lier ce financement à l'accompagnement? Parce que est-ce que c'est pas d'une certaine manière dire que l'entrepreneur, il doit absolument, c'est quelqu'un qui doit absolument être accompagné, il n'est pas capable de se lancer tout seul. Pourquoi cette obligation d'avoir Alors, le… c'est une obligation qui est en faveur de l'entrepreneur d'abord. Pourquoi? Parce que un entrepreneur, même s'il est bon, il ne peut pas être bon dans tous les métiers, dans tous les secteurs, dans toutes les disciplines. Et donc, l'idée de l'accompagnement, ce ne sont pas des contraintes. Au contraire, on est là pour toi. On te met en réseau avec d'autres entrepreneurs pour échanger avec eux. On te met en réseau avec des corporates pour vendre ton produit. On te met, comment dire, à ta disposition du financement et on étudie avec toi le plan de financement pour ne pas gaspiller l'argent. Parce que quand on est entrepreneur, on a peu d'argent et chaque dirham, il compte. Et quand on voit les plans de financement proposés généralement par les entrepreneurs, ils ne sont pas optimisés. Il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir à droite, à gauche, gratuitement, ou là, à travers des partenaires, ou là, à travers des corporates, sur lesquels il ne faut pas gaspiller de l'argent. Il ne faut gaspiller de l'argent que sur vraiment les priorités. Un entrepreneur, généralement aussi, il va vouloir, pour son projet, faire un couteau suisse, c'est-à-dire tout faire en même temps, alors que ce n'est pas possible. Ce n'est pas avec 200, 500, même 1 million, le gars à 10 millions qu'on va changer le monde. D'accord. Donc, vaut mieux démarrer avec un petit truc clair, net, qui répond à un besoin sur le marché et le réussir, être le champion dans ça, que de vouloir tout Ça, faire on et est ne rien faire à d'accord. la fin. Ouais, ça, Mehdi, on est d'accord. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et de jeunes entrepreneurs qui ont besoin d'accompagnement. Au-delà du financement, ils ont besoin d'accompagnement. Après, il y a aussi des entrepreneurs, il y en a peut-être très peu, mais il y en a qui n'ont pas besoin de cet accompagnement-là. Ils ont peut-être besoin juste du financement. Et ceux-là, ils vont peut-être rentrer Moi, dans… je vais te choquer en te répondant non. Moi-même, j'ai besoin d'accompagnement. OK, très bien. On ne finit jamais d'apprendre. Quelqu'un D'accord. qui Non, a c'est fini vrai. d'apprendre, C'est il est vrai. déjà mort. Donc, crois-moi, en fait, l'accompagnement, ce n'est pas c'est pas des formations académiques. C'est aussi rencontrer d'autres entrepreneurs. Voilà. C'est rencontrer des business angels qui vont t'aider la stratégie, qui vont t'ouvrir des portes que tu peux ouvrir en tant qu'entrepreneur, mais ça prend 6, 9 mois. C'est plusieurs choses. Et D'accord. Donc, donc, même un entrepreneur chevronné trouvera son compte. mais bien sûr, à partir du moment où il définit des objectifs concrets, 2 à 3 dans son programme, et qu'on travaille main dans la main, et qu'on va chercher l'expertise nécessaire pour faire quelque chose,
On a besoin de cet accompagnement. Très bien. Et je dirais le meilleur accompagnement possible, c'est pas viens, je vais t'apprendre comment faire un business plan. Non, viens, on va aller tous les deux sur le terrain, écouter les besoins du client, faire pivoter le produit pour l'adapter à son besoin et générer, je dirais, l'argent nécessaire. Si tu as déjà en fait des clients, c'est très bien. Maintenant, on va réfléchir ensemble comment passer de 10 clients à 100, comment passer peut-être de 100 à 1000. C'est ça, en fait. Et un entrepreneur, dans son entreprise, n'arrête jamais d'apprendre parce qu'il y a toujours quelqu'un qui peut lui apporter quelque chose ailleurs. Très bien, super. On prend même l'exemple de Steve Jobs qui est mort, ou Bill Gates, ou Elon Musk. Eux-mêmes, ils ont des coachs et des mentors qui les accompagnent sur des sujets bien particuliers. Donc, l'idée de dire, c'est bon, je suis arrivé, est une mauvaise idée. La personne n'y est arrivée. Tout La success entrepreneur story, a besoin d'être entouré de toutes les manières. mais bien sûr, on ne peut pas être bon partout. Très bien. Et moi, Je dirais, oui, vas-y. j'avais une question suivante, c'est que tu as parlé de, vous mettez en contact, ça c'est très intéressant, vous mettez en contact des startups avec des grands groupes. Et on entend parler beaucoup quand on parle des problématiques des startups au Maroc, il y a certaines personnes qui parlent des bons de commande. Donc le fait que les startups ne marchent pas parce qu'il y a très peu de bons de commande, on n'arrive pas à travailler avec les grandes boîtes et les grandes PME. Donc vous mettez en relation des startups et des grands comptes pour qu'ils puissent amorcer cette relation. Déjà, on est d'accord, ça concerne que les boîtes B2B. Donc, que les boîtes B2B. Exactement. On parle là de startup B2B. Et en fait, ce qu'on fait, c'est pas de la mise en relation. Ce qu'on fait, c'est que on va aller chez une entreprise, essayer de comprendre d'abord c'est quoi les problèmes qu'ils ont. Et on Okay. va identifier deux, trois challenges réels sur lesquels ils ont envie d'abord de les résoudre. Ils ont envie de les résoudre différemment et qu'on s'assure aussi que le mindset est open chez la corporate pour travailler avec des startups. On va chercher des startups qui ont déjà 50, 60, 70% de la solution. Et après, au-delà de les mettre en relation, on les fait travailler ensemble pendant un moment pour faire un POC entre la startup et les métiers de la corporate. Voilà. Et à l'issue de ça, on va avoir peut-être 10, 15 startups qui vont faire ce travail-là. Et la corporate va en choisir deux ou trois avec qui il va déployer la solution sur le terrain. D'accord. Donc, ce n'est pas de la mise en relation, c'est de la co-innovation. Et une fois que la startup déploie le produit chez la corporate, enfin, bien sûr, en amont, elle reçoit un contrat, un bon de commande, et elle est payée pour ça, quoi. Et donc, une fois qu'elle met en place ça une première fois, ben, d'autres corporates vont demander à la même startup de faire la même chose. Et c'est comme ça qu'elle va trouver son marché. D'accord. D'accord. Donc, en fait, vous amorcez la relation entre les startups et les grands comptes. Moi, la question qui me vient à l'esprit, parce que quand j'entends dire que le problème, c'est le bon de commande, voilà, la question qui me vient à l'esprit, c'est on ne peut pas obliger, en fait, tu l'as rappelé tout à l'heure, en fait, ils travaillent, ils font de la co-innovation. Donc, d'une certaine manière, les grands groupes considèrent que travailler avec les startups, c'est quelque chose de particulier, c'est dans le domaine de l'innovation uniquement. Et c'est peut-être bien pour leur image, mais est-ce que c'est vraiment une solution à long terme pour les boîtes B2B et les boîtes SaaS qui veulent travailler avec les grands comptes? Moi, personnellement, je ne crois pas que c'est le manque de bons de commande qui est le problème. C'est que, parce finalement, on ne peut pas obliger un grand compte à travailler avec une boîte, quelle qu'elle soit une startup ou pas. Donc, est-ce que le problème, il n'est pas ailleurs, justement? Est-ce qu'une fois qu'on a amorcé cette relation avec les grands comptes qu'ils ont fait d'époque, est-ce qu'il ne faut pas que les startups aient vraiment peut-être une stratégie plus agressive? Peut-être, je ne sais pas quelle est la solution, mais est-ce que c'est vraiment le bon de commande le problème? Alors, tout à fait. En fait, la notion en fait, de bon de commande de contrat dans le parcours d'une startup n'est qu'une étape parmi d'autres. Pourquoi, en fait, nous, on incite sur cette partie-là? Parce que pour s'assurer que la startup a un marché. Quand tu viens, autant que startup, avec une idée, voir un projet, un prototype que tu as développé, c'est au fait que cette partie de validation du marché est très importante. Quand on a un startupper qui vient avec une idée de projet B2B, il faut bien en fait que cette solution soit testée sur le terrain.
avant de pouvoir la tester sur un niveau de scale qui est important, il faut qu'on la teste sur un niveau, je dirais, au one-to-one avec une entreprise pour pouvoir la fine-tuner et l'adapter. Donc, c'est pour ça que je dis que dans cette phase-là, ce n'est pas quelque chose qui va scaler jusqu'à l'infini, mais au moins, ça nous permet d'avoir une interaction réelle sur des vraies problématiques. Et de toute façon, l'idée à travers cette collaboration B2B, c'est de mettre sur le marché le produit une première fois et par la suite, dans la partie scale, de trouver la niche de ce produit-là qui va scaler, qui va se répéter en mode ça jusqu'à l'infini, quoi. Donc, ce n'est qu'une étape qui n'est pas scalable, mais qui est nécessaire pour s'assurer qu'il y a un market fit entre l'idée que l'entrepreneur a et le besoin de terrain qui est sur le marché. Très bien, c'est clair. Et du coup, on va passer à la deuxième partie. On va parler de manière plus générale sur l'écosystème des startups au Maroc. Comme je l'avais rappelé, tu es l'une des figures du Startup au Maroc, l'une parmi d'autres. Comment tu vois l'évolution de l'écosystème des startups marocaines ces dernières années? Et quelles sont toujours les problématiques qui sont toujours là et qui empêchent en fait le Maroc de se positionner dans ce domaine-là avec des success stories, des startups qui marchent en Afrique ou en Europe? Mais c'est une super question. Je pense que voilà, on est sur une courbe qui est plutôt progressive. C'est un écosystème embryonnaire. On est au démarrage de quelque chose de très grand, Inch'Allah. Donc, bien sûr, je suis un éternel optimiste par rapport à ça parce que j'y crois et mon rêve, c'est que mon pays devienne une startup nation. C'est un vrai rêve. Maintenant, il faut être factuel et aussi très, très pragmatique et savoir où nous sommes par rapport à d'autres. Sur le continent, on est en retard. C'est-à-dire qu'on a d'autres pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Afrique. Il suffit de voir l'étude, l'étude qui a été faite sur le niveau de levée de fonds, où le Maroc s'est classé, je pense, 8e, avec, je pense, 11 millions de dollars, par rapport aux autres pays que j'ai cités, qui sont entre 400 et 100 millions de dollars. Donc, le gap, il est encore très, très grand. Le Kenya, je crois que Il c'est y a un an, 700 millions, quelque chose comme ça. Exactement. Alors, si on voit il y a un an où on était à la 15e position. Aujourd'hui, on est à la 8e position. Donc, il va falloir justement qu'on ait ces premières success stories qui permettent en fait de drainer le regard des investisseurs sur le pays. Donc, on y travaille. Il y a plusieurs choses à faire. Il faut que la diaspora marocaine nous aide pour ça, chose que la diaspora dans d'autres pays ont déjà fait en Égypte, en Nigeria et ailleurs, et ça a marché. De quelle manière? Une contribution active. Généralement, ces diasporas travaillent chez Google, chez Facebook, travaillent chez des fonds d'investissement et ils font converger ça sur leur pays. Donc, il faut que notre diaspora à nous puisse jouer un rôle important. C'est nos ambassadeurs. Ça, c'est le premier point. Il faut que le Maroc devienne un pays un peu plus friendly pour les startups. Aujourd'hui, on n'a pas de Startup Act. Ça prend beaucoup de temps. On a un certain nombre de lois qui bloquent le développement des startups dans le pays. Donc, il faut que ça soit réglé par justement des institutions comme l'APB, comme la CGM. Il faut qu'ils continuent leur lobbying pour que ces lois se transforment, que ces demandes se transforment en lois, qui sortent sur le terrain et que ça change l'écosystème des startups dans le pays. Il faut aussi qu'il y ait, je dirais, plus de financement. Le financement est important. Il faut débloquer le financement des startups marocaines qui veulent aller à l'étranger. Il ne faut pas qu'on les bloque au Maroc. Aujourd'hui, on a des valeurs ajoutées et des inconvénients. On ne va pas attendre que tout change pour être meilleur. C'est-à-dire qu'il faut utiliser nos atouts et surtout être conscient de nos faiblesses et ne pas bloquer pour le développement de nos startups par rapport à nos faiblesses. Typiquement, aujourd'hui, une startup au Maroc, au meilleur des cas, elle va lever 10 millions de dirhams, 15 millions de dirhams. Mais une startup qui réussit worldwide, il lui faut peut-être 5 millions de dollars, 10, 20, 30, 50, 100. Mais justement, Mehdi, qu'est-ce qui empêche, par exemple, une boîte qui commence à réussir au Maroc de s'installer ailleurs
Alors, je ne sais pas si tu parles plus de l'Europe, des États-Unis, de Dubaï, des choses comme ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche une boîte marocaine qui commence à se développer de créer une filiale ou de créer ou de déplacer son siège social à l'extérieur du Maroc? Deux points. Le premier, c'est qu'une startup pour qu'elle grandisse, il lui faut des fonds. Et donc, elle va commencer par les fonds locaux. Et donc, au meilleur des cas, elle a 10-15 millions de dirhams. Ça, c'est très bien. Sauf que la façon avec laquelle les fonds locaux sont faits font qu'ils interdisent à cette startup d'avoir son HQ Mhm. ailleurs, à part quelques exceptions. Donc, du coup, l'investisseur étranger ne va jamais aujourd'hui mettre ses sous au Maroc. Il préfère les mettre au Delaware, il faut les mettre au Luxembourg, en Irlande ou ailleurs. D'accord, donc Il ne pourra Mehdi, pas. ce que tu dis, c'est que les business angels et les VC au Maroc, pour investir dans des startups marocaines, exigent que le siège social, par exemple, soit au Maroc. Les VC, pas les business angels. Les D'accord, les business angels, VC. c'est une autre histoire. D'accord, les VC. Mais ça, Oui, c'est pas avantageux pour eux parce que si la boîte va à l'extérieur du Maroc et prend de l'argent, ils seront aussi gagnants si la boîte se développe. oui, tout à fait, tout à fait. Ils sont conscients de ça, sauf que l'argent qu'ils utilisent, ils l'utilisent pour, comment dire, avec des restrictions de la part, je dirais, de l'État, qui dit que cet argent doit être investi au Maroc, au siège social au Maroc. Donc, D'accord. c'est juste, C'est des voilà, c'est une grosse obligations erreur. légales. Exactement, c'est une grosse erreur qu'il faut corriger. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Et deuxième chose, transférer le siège social à l'étranger, c'est possible. Il faut une dérogation auprès de l'office de change. Très peu de gens le savent, mais c'est en même temps compliqué et ça prend un peu de temps. Hmm. Donc, c'est des choses qu'il va falloir améliorer, simplifier et rendre accessible à un maximum de start-upers. Parce que rappelons-le, une start-up qui marche au Maroc et qui va s'installer aux US ou en France, bah, elle va garder forcément des effectifs, elle va lever beaucoup d'argent, elle pourra se développer plus, elle créera des jobs forcément au Maroc. Mais Et, bien et- et si la boîte sûr, se c'est tout fait l'objectif. racheter, les VC, les business angels qui ont investi, marocains qui ont investi au départ dans la startup, vont pouvoir gagner de l'argent, réinvestir dans les startups marocaines. Donc, c'est tout bénéf pour tout le monde, en fait, finalement. Bien sûr, c'est une question en fait d'un écosystème avec plusieurs chaînes. Voilà. Et aujourd'hui, il faut que toute la chaîne de valeur soit gagnante. Aujourd'hui, on a les business angels, les fonds d'investissement, mais ils n'ont pas de stratégie d'exit réelle et pragmatique et factuelle. Donc, il ne pourra être fait que par des fonds d'investissement qui sont plus grands et qui sont ailleurs. Donc, cette chaîne de valeur au Maroc, On a été coupé encore une fois. Tu disais, cette chaîne de valeur au Maroc? voilà, elle est rompue à un certain moment. Et il va falloir en fait casser les ruptures et faire en sorte qu'on a une chaîne de valeur, même le jeune qui est à l'université, jusqu'à la startup De qui va bout en lever bout, une série C ou D. jusqu'à l'exit ou l'entrée en bourse. Bien sûr, bien Très bien. sûr. OK. Et du coup, ça m'amène à ma question suivante sur le modèle de start-up au Maroc. Parce que, en fait, Oui. les pays, il y a plusieurs pays qui ont un modèle de start-up au Maroc, enfin, de start-up. La France a son modèle, Israël a son modèle, voilà, basé sur la R&D, sur l'exit, la culture de l'exit et commencer day one sur les marchés globaux. Il y a le Nigeria, Kenya qui se développe sur la fintech. Est-ce que le problème du Maroc, c'est justement de ne pas avoir un modèle, de ne pas d'avoir développé son modèle de start-up? Ben, c'est une bonne question. À un certain moment, il va falloir se spécialiser sur un sujet en particulier. Peut-être qu'on peut cibler deux ou trois maximum. Et on doit être les meilleurs dedans. Donc, il faut voir quels sont en fait les atouts du pays. Il y a l'agriculture avec l'agritech, c'est un sujet important. Il y a la fintech parce que aujourd'hui, je dirais, la partie financière classique, on est des leaders sur le continent, mais sur la fintech, on a pris beaucoup de retard. On risque de rater cette Certains disent, opportunité. Il y a aussi la mobilité. sur les fintech, certains disent que on est en retard parce qu'on a déjà un système bancaire très développé. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, mais le futur, tout à fait, tout à fait. On a un système bancaire très développé, mais ce système bancaire, on sait très bien qu'il est sur le déclin et que c'est la fintech qui monte. Donc voilà, si on réagit pas vite, et c'est peut-être un peu trop tard, cet avantage qu'on a autant que pays sur la partie financière, on va le perdre. Et le Nigeria
ces startups lèvent 40-50 millions de dollars autant que FinTech. Donc voilà, il faut qu'on se réveille là-dessus. Et justement, dernièrement, il y a eu la loi sur le crowdfunding qui est passée, qui a été promulguée. Ouais. Est-ce que tu as étudié le sujet? Est-ce que tu peux nous en parler en quelques points? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il y a des points encore à améliorer, justement? C'est déjà en fait bien d'avoir cette loi, malgré qu'elle arrive avec beaucoup de retard, 5 à 7 ans pour qu'elle voit le jour. Et je dirais, en fait, notre plus grand problème, c'est qu'on arrive à anticiper, identifier, en fait, ce qu'il faut faire. Mais notre plus grand problème, c'est la célérité pour pouvoir le mettre en œuvre. Et vous savez, on est dans un monde de technologie. C'est un monde qui avance très, très, très vite. Et si on n'est pas capable, autant que secteur privé, que secteur public, à travailler main dans la main et aller vite, 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 vite sur ce secteur-là, ben on ne va jamais le réussir. On va toujours le faire, oui, mais le faire trop tard, une fois que c'est déjà trop tard. Alors, et c'est ce qui est en train de nous arriver avec le Startup Act. On prend beaucoup de retard et c'est dommage. Qu'est-ce qu'on fait avec la FinTech? Mais on arrive en retard. Donc, à chaque fois, on est capable d'identifier, d'anticiper, on est capable de travailler avec le secteur public, mais cette combinaison des deux prend too much de temps pour qu'elle puisse justement arriver sur le terrain. Donc, moi, ma crainte principale, c'est celle-là, c'est qu'à chaque fois, en fait, on identifie ce qu'il faut faire, mais qu'on l'implémente trop tard. C'est le time to market. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand on arrive trop tôt, c'est pas bon. Quand on arrive trop tard, c'est mort. Si on arrive au bon moment, là, on peut transformer les choses. Je reviens sur la question du crowdfunding. Oui, c'est excellent. C'est un nouveau mode de financement qui va apporter beaucoup de valeur ajoutée aux entrepreneurs, à certains types de startups. Donc c'est génial. Et j'espère que ce n'est pas trop tard. OK. Donc toi, tu penses, Mehdi, et tu penses qu'en fait, finalement, il faut aussi qu'on développe au Maroc un Startup Act à la tunisienne. C'est quelque chose. La Tunisie, ça fait 3 ans qu'ils l'ont implémenté. Donc, voilà, le Startup Act en soi, il a été écrit, rédigé au Maroc et intégré dans la charte je pense, d'investissement. Mais ça tarde à sortir sur le terrain. D'accord, la concrétisation, la bureaucratie, en fait, qui bloque un petit peu les. Et effectivement, en parlant du crowdfunding, la loi a pris 7 ans pour sortir. Et en fait, il y avait plein de boîtes qui faisaient du crowdfunding dans un cadre légal un peu flou et qui ont finalement quitté le Maroc parce qu'ils ne voyaient pas de visibilité. Donc effectivement, c'est un vrai problème. Mehdi, quels sont les conseils que tu donnerais à des entrepreneurs, des start-upers, qu'ils soient au Maroc ou à l'étranger, qui veulent créer leur start-up au Maroc? Quelles sont les erreurs à éviter selon toi? Écoutez, en fait, une startup, c'est avant tout ses fondateurs, en fait, c'est l'équipe dirigeante. L'équipe dirigeante doit être complémentaire, doit être, je dirais, très pragmatique dans sa façon de faire et surtout résiliente et persévérante. Parce que entreprendre, c'est comme un marathon. Et ce marathon, c'est tous les 100 mètres, on a un nouveau obstacle. Soit on se réveille le matin pour dire quels sont les nouveaux obstacles que je vais sauter, soit on reste sous, comment dire, la couette ou la cacha et se cacher. Donc, il n'y a pas de secret, quoi. Le seul secret, c'est de dire, voilà, voilà le nouveau problème des régions en face de moi. Je vais me battre pour pouvoir les dépasser. Il ne faut pas que je sois, je dirais, surpris de voir de nouvelles barrières qui arrivent 100 mètres plus tard. Et pour moi, en fait, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont persévérants, qui lâchent jamais, ceux qui n'abandonnent jamais. Et à chaque fois qu'ils reçoivent un coup, ben, ils se relèvent encore plus fort, plus motivés pour pouvoir, comment dire, dépasser et réussir. Et en soi, la définition de success story n'est pas le niveau de notoriété que quelqu'un a ou le niveau de zéro qu'on a dans le compte bancaire. Mais c'est plutôt, en fait, cette capacité de rêver, d'identifier un objectif, de le réussir, de le renouveler et de continuer. Et c'est ça la vraie notion de success story. Un projet de start-up en soi,
c'est plusieurs milestones. Et ces plusieurs milestones, il faut les prendre one by one. Le premier, il faut le rêver, il faut être motivé, le réussir. Et quand c'est réussi, je passe au deuxième. Ainsi de suite, et j'agrandis petit à petit. Donc, pour résumer, c'est vraiment persévérance et résilience. Ce sont les deux mots-clés, beaucoup plus que la compétence et l'expérience. L'expérience, c'est importance. La compétence, on peut l'acquérir. L'expérience, on l'acquiert avec le terrain. Où là, on se base sur la sagesse des gens qui sont autour de nous pour pouvoir faire le bon choix. Mais il faut être un guerrier. Même si c'est perdu d'avance, il faut aller dans la bataille. Et on ne sait jamais. Très bien, très bien. Mehdi, est-ce que tu as quelles sont tes startups préférées au Maroc? Si tu devais en citer deux ou trois qui te semblent avoir du potentiel pour vraiment se développer à l'international. Voilà, c'est une question difficile que vous me posez vu ma position. Donc, je vais répondre de manière très, très diplomatique. Il y a une startup qui fait du très, très bon boulot, qui a été chez Y Combinator, qui a levé 3 millions de dollars et qui progresse en discrétion, c'est Ways to Cap. Donc, elle est dans le domaine, en fait, B2B. je dirais, de B2B, import-export, logistique, etc. Donc, elle fait du bon boulot. Il y a dans le domaine de la health tech, elle fait un long chemin. Et aujourd'hui, c'est une Alors, on belle a été, startup à pardon, dimension, je on dirais, a été, régionale. oui, mais on a été coupé. Oh, Donc, tu disais alors, il y a Waste to Cap. Donc, Waste to Cap dans la logistique, oui, B2B, import-export, ouais, etc. Dans la health tech, il y a une startup qui s'appelle Dabadoc qui fait aussi du bon boulot. ok. Elle est aujourd'hui régionale, elle a AXA dans son capital et elle avance très bien dans tout ce qui est prise de rendez-vous, plus, je dirais, tout ce qui est télémédecine. En fait, il y a plein de belles startups dans notre pays. Là, on est dans la phase où on est en train de semer et on va bientôt récolter les fruits je dirais, de tout ce travail qui a été fait sur les dernières années et qui va démontrer encore une fois que le Maroc a des pépites super intéressantes qui vont aller drainer des spotlights sur notre pays, d'avoir plus d'investissements. Et comme ça, voilà, la roue va commencer à tourner et on va déjà rapidement pouvoir rattraper les autres pays qui nous ont devancés. J'y crois fondamentalement. Je sais qu'on peut le réussir. Je ne sais pas de quelle manière, mais on va se battre. C'est notre marathon à nous. Et on va y arriver. C'est juste une question Inch'Allah. de temps, Charles. Inch'Allah. Alors, dernière question. J'ai entendu de l'une de tes interviews que tu comptais créer la première licorne marocaine. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou vu en fait toutes tes activités dans l'incubateur, on t'a vu dernièrement à Dakhla, je crois, pour inaugurer des programmes pour l'entrepreneuriat féminin. Est-ce qu'avec toutes tes activités que tu fais actuellement, est-ce que tu as toujours l'ambition de créer la première licorne marocaine? Je n'ai jamais dit ça, mais c'est un rêve. Donc, la réalité, tout ce que je sais, c'est que le travail que je fais au niveau de la Startup Factory est un travail pour moi, en fait, qui a beaucoup de sens parce pour moi, il crée de l'impact, un impact, je dirais, social et entrepreneurial pour le pays. Je ne vais pas le faire jusqu'à la fin de mes jours, ça c'est sûr. Je suis un entrepreneur dans l'âme, comme tu l'as dit au démarrage, et je vais revenir à l'entrepreneuriat et je vais lancer de nouvelles startups. Je ne sais pas s'ils vont en fait devenir des licornes ou pas, mais en tout cas, je me battrai pour que ça soit le cas. Merci beaucoup, Mehdi. C'était un plaisir de t'avoir avec moi dans Naidatech et plein de réussite pour toi dans la Startup Factory. Et je te dis à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est un réel plaisir. On a passé un moment, je reste à ta disposition, à ta convenance et toute la réussite, Inch'Allah, pour ton projet. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.